Sa famille était une famille très traditionnelle. Alors son père était avocat, sa mère était catholique, mais une catholique très traditionnaliste. Ses parents n'étaient vraiment pas féministes. Elle a été toute sa vie dans des écoles privées religieuses, en fait. Et tout d'un coup, elle a dit « Non, mais moi, je ne crois pas du tout à tout ça ». Et à 14 ans, elle a décidé qu'elle était athée. Vous pourrez lire, d'ailleurs, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Alors Jean-Paul Sartre, donc c'est devenu son compagnon. Ils se sont rencontrés, en fait, ils étaient étudiants à la Sorbonne tous les deux. Et ils ont passé le concours de l'agrégation de philosophie ensemble. Et alors pour la petite histoire, parce que j'adore ce truc, lui il a été premier et elle deuxième. Bon, c'est un peu le truc traditionnel, l'homme d'abord, la femme après, mais bon, c'est comme ça. À partir de là, en fait, ils ont quand même été compagnons de vie, même s'ils ont eu plein d'autres relations, parce qu'ils avaient des relations très libres avec d'autres gens, mais ils sont quand même restés ensemble jusqu'à leur mort, donc plus de 50 ans. Ce livre, il a été assez fondateur dans sa vie. Alors, elle dit toujours que c'est Sartre qui l'a poussée à écrire parce qu'elle parlait beaucoup de la condition des femmes, des questions autour des femmes. Et donc, il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas un livre là-dessus ?» Donc, elle s'y est attelée. Qu'est-ce que ça veut dire deuxième sexe? Pourquoi deuxième? À l'époque, si on disait deuxième sexe, tout le monde a tout de suite compris qu'on parlait des femmes parce que les femmes, c'était quand même pas le premier sexe. Donc, le titre, c'était le deuxième sexe, c'était une très bonne idée parce que ça a tout de suite marqué tout le monde et c'est traduisible dans toutes les langues parce que ce livre, il a été traduit dans le monde entier. Dans une classe, il y a quand même un garçon qui m'a dit, donc un jeune homme, il avait 21 ans, qui m'a quand même dit, il faut quand même pas exagérer, les femmes, ça peut pas être le premier sexe. Alors j'ai dit, oui, mais alors pourquoi les hommes et pourquoi est-ce qu'on dit pas les sexes et puis c'est à égalité, voilà. Et en fait, j'ai senti que ça le troublait, quoi, que pour lui, c'était évident que c'était les hommes d'abord et les femmes après. Simone de Beauvoir, puisqu'elle voulait la liberté entière pour les femmes, la maîtrise de son corps, ça va être forcément une question qui va se poser, parce qu'à partir du moment où on a des relations sexuelles, potentiellement, on peut être enceinte. Et donc, potentiellement, on n'a peut-être pas forcément envie d'être enceinte à 15 ou à 16 ans. Et donc, potentiellement, on prend la pilule ou d'autres choses, enfin d'autres moyens contraceptifs. Et donc, pour elle, Simone de Beauvoir, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, vous savez que 1968, c'est parti d'une revendication toute bête sur les campus universitaires où les filles et les garçons étaient séparés, donc à partir de, je ne sais plus, c'était 10h ou 21h30, ils ne pouvaient plus circuler d'un bâtiment à un autre, et donc, enfin, ils étaient quand même adultes, donc ils avaient revendiqué par rapport à ça. Après, ça s'est étendu à toute la France. Il y a eu vraiment une grande revendication sur la sexualité. C'est pour ça que c'est l'époque aussi où les mouvements homosexuels aussi se mettent en avant et commencent à revendiquer. Petit à petit, il y a aussi une évolution des mentalités. On est après mai 68. Un certain nombre de lois, ce qu'on appelle parfois les lois de l'amour, ont été prises pour permettre finalement que les femmes puissent choisir si elles veulent ou pas être enceintes. Donc d'abord la loi Neuwirth qui permet la pilule, sauf que la loi elle est votée en 67, les décrets ils vont arriver qu'en 74. Donc entre-temps, il y a quand même eu pas mal de femmes qui n'ont pas pu avoir des moyens de contraception vraiment efficaces. Et puis en 74 commence vraiment le débat sur l'avortement. Donc il y avait tous ces groupes de féministes qui étaient très très actifs à l'époque. Des femmes ont dit qu'il faudrait quand même qu'on fasse connaître cette problématique de l'avortement, puisqu'il faut dire qu'à l'époque, l'avortement était interdit. Il y avait beaucoup de femmes qui partaient avorter à l'étranger quand elles avaient de l'argent, ou bien pour celles qui n'avaient pas assez d'argent, elles avortaient ici avec ce qu'on appelait des faiseuses d'anges, des avorteuses, et souvent les femmes, elles avaient des hémorragies, enfin ça se terminait mal, ou il y en a beaucoup qui étaient stériles après, il y en a qui mouraient aussi à cause de ça. Il y a eu plusieurs moments assez forts médiatiquement qui ont poussé finalement l'État à légiférer. Il y a d'abord ce qu'on appelle le procès de Marie-Claire. En fait, Marie-Claire, c'est une jeune fille, elle a 17 ans, elle est tombée enceinte, elle a avorté, aidée par sa mère et une amie de sa mère. Donc, elle se retrouve en procès parce qu'elle a avorté. Et en fait, c'est une avocate qui la défend, Gisèle Halimi, qui est une grande défenseuse des droits des femmes à choisir ou pas leur grossesse. Et elle va transformer le procès en véritable tribune médiatique et en procès de la loi de 1920, pour dire que le problème, c'est pas Marie-Claire, le problème c'est que cette loi n'a plus de sens dans la France de l'époque. Puis il y a ce qu'on appelle le manifeste des 343. C'est 343 femmes qui ont dit « j'ai avorté ». Quand elles ont eu l'idée de ce manifeste, c'était justement pour dire c'est un droit fondamental, il faut que ça bouge et il faut que les femmes bougent. Et Simone de Beauvoir a été une des premières à dire évidemment je signe. Et donc les journaux l'ont repris, donc ça s'appelait le manifeste des 343 femmes qui avouent avoir avorté. Et Charlie Hebdo, à l'époque, a dit les 343 salopes, puisqu'on leur disait vous êtes des salopes puisque vous avez avorté. Et c'est comme ça que c'est resté connu, en fait. Résultat, elles auraient dû être poursuivies.
Mais elles ne le seront pas, ce qui montrait que de fait la loi de 1920 était caduque. Donc on est dans cette situation, changement de président parce que Pompidou est mort, arrivée de Valéry Giscard d'Estaing qui va nommer Simone Veil ministre de la Santé et elle va déposer pour la première fois un projet qui propose la médicalisation et l'autorisation de l'IVG. Ce qu'elle fait passer en fait en montrant que de toute façon des IVG il y en a, mais les conditions, 1, sanitairement sont dégueulasses, 2, socialement sont injustes, puisque les femmes riches arrivent à avorter dans des conditions sanitaires sécures alors que les femmes pauvres non, et que donc c'est une injustice sociale. Et avec ces deux arguments, elle va faire passer la loi Veil de 1974 qui autorise l'IVG en France sans motif, ce qui était vraiment une revendication des femmes, et dans un cadre médicalisé. Simone Veil, donc vous savez, c'est une femme politique qui, quand elle a présenté cette loi, elle a été en fait sifflée, injuriée par les parlementaires parce qu'elle osait parler en fait, voilà, du corps des femmes et de l'avortement dans l'Assemblée nationale. Souvent, la représentation qu'on a de cette histoire-là, c'est tout d'un coup, il y a eu Simone Veil qui a fait voter cette loi. Et en fait, l'histoire n'est pas vraiment celle-là. L'histoire, c'est quand même l'histoire d'une lutte. Et en fait, ce qui a abouti à cette loi, c'est tout un mouvement social, un mouvement de désobéissance civile. C'était quand même des femmes qui disaient publiquement qu'elles avaient avorté ou qu'elles allaient avorter, des médecins qui disaient ouvertement qu'ils allaient pratiquer l'avortement, en encourant des risques très très forts. Le combat pour la légalisation de l'avortement a peut-être été plus facile, entre guillemets, que d'autres, parce que c'était aussi un combat qui était soutenu par les hommes. Parce que c'est vrai que les maris aussi, quand il y avait toutes ces grossesses non désirées, de fait, oui, ils trouvaient ça absurde que ce ne soit pas autorisé. Et ça, il faut vraiment s'en souvenir. C'est-à-dire que souvent, les droits, ils ne nous tombent pas du ciel. C'est les droits, on les conquiert. C'est vraiment une histoire intéressante. Et qui est sans doute pas terminée, parce que non seulement le droit à l'avortement n'est pas forcément toujours complètement garanti dans les conditions qui sont les conditions de la société aujourd'hui, mais on sait qu'il y a des forces actives qui militent aujourd'hui contre, ou en tout cas pour le restreindre, ce droit à l'avortement. Donc c'est pas une histoire terminée. L'égalité complète, il faut le poser comme un horizon. Il faut que ce soit ça qui nous motive. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive, la question de l'égalité. Les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est pas une question de nature ou de biologie, c'est pas un destin, mais en tout cas, c'est lié à des processus sociaux qui font que les femmes sont amenées à occuper plutôt certaines positions dans la société et les hommes plutôt d'autres positions. Comme disait Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Alors, elle avait une vision justement de la totale égalité entre les femmes et les hommes. Pour elle, on devait pouvoir faire les mêmes métiers, accéder aux mêmes emplois, donc accéder aux mêmes responsabilités, ce qui est loin d'être le cas maintenant, vous le savez, puisqu'il y a des lois, par exemple dans la politique en France, on est très en retard, il y a très peu de femmes représentées politiquement, mais dans les conseils d'administration, de société aussi. Donc on fait des lois qui obligent à avoir des quotas, en fait, pour avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Et là, on est en train de rattraper un peu le retard. Si je prends l'exemple à Saint-Quentin, le chemin il est quand même fortement avancé. Le sous-préfet est une femme, le procureur est une femme, le président du tribunal est une femme, le maire est une femme, on a une sénatrice également. Donc je pense que les choses ont quand même bien avancé peut-être ces 10-15 dernières années et ça va continuer. D'abord, c'est l'ambition des jeunes filles. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il y a beaucoup de freins qui sont plus culturels ou qui sont les freins que les jeunes femmes se mettent également dans la réflexion qu'elles peuvent avoir sur leur avenir, à ne pas penser pouvoir entreprendre dans un certain nombre de secteurs ou à se dire que ce ne sera pas possible. Et donc depuis un an, on essaie de les faire rencontrer un certain nombre de femmes accomplies dans des domaines très différents pour qu'elles puissent échanger et peut-être se dire mais pourquoi pas moi? Moi je me dis qu'il n'y a pas de raison que les femmes n'accèdent pas au plus haut poste en entreprise, mais il faut du temps pour cela. Peut-être que celles qui sortent des niveaux de formation aujourd'hui, c'est celles qu'on retrouvera dans 25 ans à la tête de grandes entreprises, y compris françaises. Donc il y a de l'espoir. L'égalité, elle ne peut progresser que sous l'effet des mobilisations collectives. Je pense que historiquement, on le constate quand même régulièrement, c'est-à-dire que c'est parce qu'on demande des droits, on demande l'égalité, on la revendique. Et c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. De mon point de vue,
militer en tant que féministe est aujourd'hui encore une nécessité, contrairement à l'idée couramment répandue qu'aujourd'hui il y aurait des acquis du féminisme, que l'égalité serait aujourd'hui conquise. En fait, il n'en est rien et qu'il y a des très fortes inégalités qui demeurent dans beaucoup de domaines. Il me semble important de s'engager dans des mouvements collectifs pour essayer de transformer et d'essayer de réduire ces inégalités.